Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Ça y est, nous sommes à mi-saison en Ligue 1, il est donc temps de faire le premier bilan des performances des gardiens de l'Hexagone. Tout de suite, la compo d'équipe de cette émission, c'est notre supporter nantais, il a demandé au Père Noël un but de plus par match pour moins s'ennuyer au stade. Avec le numéro 1, c'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde, j'ai surtout demandé un numéro 9. Un numéro 9, un nouveau numéro 9 à Nantes. Lui, il a trouvé son Papa Noël en la présence de Pascal Duprat, mais également son père Fouettard avec Mikel Arteta. C'est notre supporter des Gunners et du Stade Malherbe, Renaud Eudier. Salut Nico, salut à tous. Ouais, effectivement, Père Noël a un petit peu exaucé mes désirs. Après, j'ai vu le match contre Chelsea et là, j'ai voulu maudire le Père Noël. Donc bon. Ouais, t'as revendu ton cadeau sur Amazon. C'est ça. Et moi-même, supporter nouvellement cardiaque de l'OL, Nicolas Drouet. Les présentations sont faites, on peut donc lancer notre bilan à mi-parcours. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, Mans Opposé Richard. Regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Quelle parade sur ce coup franc. L'ange s'est envolé. Pour organiser notre débat, nous avons divisé ce bilan en 4 parties. Nous allons d'abord parler des révélations, les nouveaux gardiens qui nous ont fait vibrer, les transfuges, les gardiens qui ont changé de club, les vieux briscards, comment nos habitués se sont comportés, et enfin, nos gardiens de Ligue des Champions, comment se sont comportés nos gardiens des représentants français en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Alors, nous allons d'abord commencer par les révélations. Renaud, pour toi, quelle est la révélation du début de saison ? Alors moi, clairement, ma révélation du début de saison, c'est Larsonneur à Brest. Il a été excellent. On a vu certaines de ses parades, dont une parade contre Nantes, si je dis pas de bêtises. Sa très très grosse parade. Contre Koulibaly. Ouais, voilà, contre Koulibaly, qui en revient pas quand il fait l'arrêt, c'est très impressionnant. Mais en dehors de ça, il a été vraiment très très bon avec Brest. Il leur a vraiment fait gagner des points. Il a fait beaucoup d'arrêts. Moi, j'aime beaucoup son profil. Il a une très très grosse détente. Il est extrêmement vif. Il a des appuis très rapides. Et il a quand même une assez bonne lecture de trajectoire. Et voilà, c'est un gardien que j'aime. C'est un gardien vivace. Alors effectivement, de loin, il peut faire un peu penser à Anthony Lopez avec ce côté arrêt photo parfois, mais il y a des moments où c'est quand même très utile par rapport parce qu'il prend quand même pas mal de frappes, surtout à Brest, mais voilà, c'est clairement ma révélation. Oui, c'est vrai que alors Gauthier Larsonneur, c'est presque une révélation tardive du début de saison parce que au tout début de saison, à l'inverse, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, c'est vrai, il y a eu un début de saison compliqué avec Brest, mais dans un sens probablement aussi pour lui, parce qu'il y avait cette découverte de la Ligue 1, donc c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'il s'est très bien adapté et sur une demi-saison, il a déjà fait beaucoup et il a déjà beaucoup aidé, beaucoup progressé, donc je pense que c'est quelqu'un donc il faut garder à l'œil parce qu'on en parlait déjà beaucoup en Ligue 2. Donc s'il continue sur cette lancée, il peut être un très très bon gardien à l'avenir. À ton avis, est-ce qu'il peut envisager de changer de club l'année prochaine ? L'année prochaine, je sais pas, ça me paraît un petit peu rapide. On se parle quand même d'un gardien, donc c'est vrai qu'un gardien qui change de club au bout d'une saison, ça paraît un peu rapide. Je pense qu'il peut encore s'établir un petit peu à Brest, mais il restera pas trop longtemps. Avec ce genre de performance, il y a vraiment des chances qu'il y ait des clubs de plus haut standing en France, peut-être à l'étranger, qui vont venir s'intéresser. Et après, à Brest, au niveau finance, je sais pas comment ça se passe, s'il y aura besoin de liquidité pour un gardien, mais c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'il est très attaché à sa ville. C'est ce qu'on avait évoqué dans un article. C'est un gamin de Brest. Il vendait encore l'an dernier du poisson avec ses parents sur le port. Donc c'est vraiment un emblème de la ville. Donc c'est un gardien qui monte. Toi, Thomas, tu voulais nous parler d'un autre gardien qui arrivait un petit peu sur la pointe des pieds en Ligue 1 parce que on a longtemps cherché le nouveau gardien de Montpellier. Ils l'ont trouvé sur le tard, mais il semble en être assez content. Ouais, exactement, Nico. Pour ceux qui disaient que Rouli n'avait pas très envie de venir à Montpellier, et ben il a réussi à faire taire ses détracteurs,
puisqu'il a réalisé un excellent début de saison. Et à travers sa réussite, j'ai envie de souligner aussi la réussite de la cellule de recrutement de Montpellier qui a fait un choix judicieux en ciblant son profil, en étant dans la continuité de ce que faisait Benjamin Lecomte. Et en fait, en ciblant ce profil, ça a en fait facilité l'intégration de Geronimo Rulli, puisque sa défense n'a pas eu à s'adapter aux qualités, aux défauts de Rulli, puisque en fait, ils étaient déjà, on va dire, ils avaient déjà connu un gardien au profil similaire avec Benjamin Lecomte. Et pour noter le fait que Rulli s'est adapté dès qu'il est arrivé à Montpellier, c'est le mur du mois d'août avec 13 arrêts en 3 matchs. Et un peu pour décrire un peu son profil technique, c'est un gardien qui dispose d'une excellente relance, d'un très bon jeu au pied, comme Lecomte. J'avais pu lire un peu avant qu'il arrive, souvent il y a des journalistes espagnols qui décrivaient un peu les qualités, les défauts de Rulli, comme quoi son jeu aérien était vraiment une véritable carence. Pour les matchs que j'ai vus de Rulli, ça va pas vraiment sauter aux yeux, cette carence au niveau aérien. Je trouvais que c'était souvent les bonnes décisions qu'il prenait, qu'il imposait un peu son autorité dans sa défense. Et j'ai noté aussi une autre particularité, si tu veux, dans le profil de Rulli, c'est un gardien qui est souvent avancé, qui est souvent loin de la ligne pour fermer son angle. Un peu, alors, pour ceux les plus anciens qui suivaient la Ligue 1, c'est Mikel Landreau qui faisait souvent ça. Et souvent, on lui reprochait quand il prenait des buts où il était un peu pas lourd. Avancé. Voilà, avancé, on disait mais pourquoi tu es autant avancé? Si tu n'étais pas avancé, tu l'aurais pas eu. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que plus tu avances, quand tu es là, plus tu fermes ton angle, et donc tu peux intervenir plus facilement. Et même si tu recules, en fait, tu es trop bas par rapport à la frappe de ton adversaire, la distance de frappe, tu vas subir plus l'action et tu auras un temps de retard. Alors qu'en avançant, tu auras toujours un temps d'avance et tu pourras intervenir plus rapidement. Et en plus, après, Rulli, certes, c'est un nouveau venu en Ligue 1, mais c'est quand même un gardien expérimenté en Liga qui a disputé plus de 150 matchs avec la Real Sociedad. Et moi, dans le dernier match de la saison de la phase allée, il y a eu 7 sur 10 par le journal de l'équipe. Et ouais, dans l'ensemble, j'ai bien aimé sa saison pour l'instant, sa première partie de saison, avec 2 clean sheets au mois de novembre, une au mois de septembre. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que peut-être qu'il aurait une carte à jouer avec la sélection argentine. Oui, donc ce qu'on retient de ce que tu viens de dire, c'est de bien garder le même profil pour que ces défenseurs gardent les repères. Moi, je voulais parler d'un gardien alors qui est un peu devenu avec l'Arseneur la coqueluche des médias juste avant Noël. C'est Predrag Rajković, le gardien serbe de Reims. Alors bon, il est devenu la coqueluche des médias parce que tout d'abord, Reims a fini à une bonne 6e place la phase allée. Mais surtout parce que Rajković, il y a une stat très intéressante, c'est qu'il est à 7 clean sheets face au top 10 de la Ligue 1, dont 4 face au top 5. Et il est avec le PSG, donc Reims avec le PSG, est la meilleure défense de Ligue 1 avec 10 buts. Donc ça place le travail de Reims et également le travail de Rajković sur la carte de la Ligue 1 comme la défense la plus imperméable de Ligue 1 avec le PSG. Rajković, alors pour ceux qui le connaissent pas, je dois vous avouer, je le connaissais pas non plus des masses avant qu'il arrive. Il a quand même un sacré CV, c'est que il a joué il a été formé, alors pas forcément formé, mais on va dire il a joué à l'Étoile Rouge de Belgrade jusqu'en 2015, et ensuite il a rejoint le Maccabi Tel Aviv pendant 3 ans, un petit peu comme Eneyama avait fait, et ensuite était venu à Lille. Donc c'est
le Maccabi Tel Aviv où il a joué la C1, il a joué la Ligue des Champions et surtout il était dans le groupe serbe de la Coupe du Monde comme 2 ou 3e gardien de l'équipe de Serbie. Il a que 24 ans. On peut imaginer que ça va, que ensuite après Reims, soit il va intégrer un cadre de la Ligue 1, soit il sera revendu à un très bon club. Moi, je l'avais analysé pour m'en poser pour son premier match face à Marseille parce que j'étais curieux. Alors il y avait le retour de Mandanda, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais surtout la première de Rajkovic. On va dire qu'à l'inverse de Larsonneur ou de Lopez qu'on citait, moi je trouve que c'est un gardien très sobre. Il a ce côté où il ne fait pas un geste de plus, où il repousse les ballons, il a la capacité à repousser les ballons bien sur les côtés, voilà, sans en faire de trop. S'il peut pas capter, il va pas essayer de se capter. Donc c'est vraiment un gars qui se prend pas trop la tête. Et surtout, son profil, c'est ce que disaient les commentateurs étrangers par rapport à son profil, c'est un gardien qui est courageux. Moi, je l'avais vu contre Marseille, donc c'était quand même son premier match en Ligue 1 au Vélodrome. Bon, quand on a joué à l'Étoile Rouge de Belgrade, ça va, mais quand même. Comment ? Il est vacciné. Hein. Voilà, il est vacciné, c'est ça. Il est vacciné, le garçon. Mais il avait vraiment été au combat dans les duels aériens. Je pense pas, c'était sorti deux sorties au point face à l'OM et Reims avait gagné face à Marseille. Faut aussi savoir que Reims a gagné face au PSG 2-0. Donc pareil, Rajkovic très propre sur ces matchs. Au-delà de faire, donc on l'a dit, on n'est pas spectaculaire, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de gardien que tu coches sur la feuille de match en te disant, avec ce gardien-là, on est tranquille. Ça ira. Voilà, il y a des gardiens comme ça et je pense qu'il fait partie de ces gardiens-là, donc des gardiens de grandes équipes où je sais pas c'est quoi son potentiel parce que je peux pas, je trouve pas que ça soit non plus un monstre techniquement vu qu'il est tellement sobre qu'on ne fait pas non plus voilà, on voit pas un peu des arrêts comme des arrêts de l'école allemande avec la sortie en croix avec tout ça, mais c'est juste un gars qui est toujours également dans le rythme de l'action. Donc moi il m'a fait un peu penser à Hugo Lloris sur ses frappes en disant très tranquille et il plonge au bon moment. Et voilà, donc on va voir où Reims va aller, lui va aller en deuxième partie de saison. C'est le bon successeur de Mendy. Donc on va voir comment Rajkovic va évoluer. Ouais, et pour ajouter, tu sais, la seule équipe du top 5 qui a réussi à lui marquer un but, c'est Nantes. Exactement. J'ai regardé les stats. Du coup, vu qu'il a fait 4 clean sheets, je me dis mais qui a marqué ? C'est Nantes, évidemment. Koulibaly en plus. C'est Koulibaly, comme quoi. non, mais à l'inverse, voilà, donc c'est un gardien des grands matchs. Comme tu disais, ouais, son profil cette sobriété dans ses interventions, c'est un peu rare de nos jours, j'ai l'impression, parce que souvent maintenant les gardiens se mettent un peu comme les joueurs à vouloir en rajouter un peu 3 tonnes en voulant se montrer en faisant des belles photos pour être sur les compiles YouTube si tu veux. Après, même si je trouve que parfois, des fois, il abuse un peu trop de repousser ses ballons, il pourrait un peu plus les capter. Oui. Mais ça, après, j'ai l'impression que c'est un peu une tendance que tu as beaucoup en Europe de l'Est, parce que après, moi, que j'avais Tatarosanu, qui est roumain, qui a un peu les mêmes similitudes, si tu veux. Sobre, mais des fois, pas a trop tendance à négliger la prise de balle. Donc c'est vrai, c'est un peu la technique, le profil technique que tu décrivais. C'est un peu le profil que tu retrouves pas mal dans les gardiens d'Europe de l'Est, que ce soit en Serbie, en Bosnie, en Albanie ou en Roumanie, parce que je pense aussi à Radu qui est au Genoa. C'est peut-être une école qui se met en place, je sais pas, en Europe de l'Est, pour peut-être un peu plus se renseigner. Mais ce que tu décris, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est pour ça que pour moi, son évolution, il va rester un peu sous les radars. Je pense qu'il y a un risque, mais peut-être qu'il sera très content, il gagner sa vie et puis il sera sûrement numéro 1 en Serbie un jour et ça sera très bien. Mais comme tu dis, pour moi c'est un profil qui ira sûrement à la Fiorentina, sûrement des clubs comme ça. Mais est-ce que ça craquera un top 4 d'un grand championnat ? Je suis moins sûr. Ouais, c'est plus compliqué ça. Voilà, et ça on peut pas encore le savoir. Ouais, non, tu veux pas savoir.
Mais ça va. Après, il est encore jeune, donc il peut encore évoluer, mais c'est vrai que son type de profil, et c'est vrai que ce côté très sobre, voire limite nonchalant parfois sur certains trucs, sur certaines actions, ça peut peut-être aussi le desservir. Parce que dans un sens, il est très grand, il a une belle envergure, mais je l'ai vu faire quelques bons arrêts aussi, d'avoir une bonne détente, mais tu sens qu'il peut faire mieux quand même. En vrai, c'est parce qu'il est vraiment grand. Et qu'il a vraiment une belle envergure. Mais je pense qu'en vrai, s'il bossait sa détente, il pourrait faire encore mieux, quoi. Mais effectivement, mais c'est peut-être pas c'est pas son profil, c'est pas sa manière de jouer. Et du coup, c'est pas impressionnant, mais ça a le mérite d'être efficace. C'est quand même ce qu'on demande à un gardien de base. Donc là-dessus, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est à observer pour la suite. Yes. Donc voilà pour Rajkovic. Donc on a donné nos 3 chouchous. On voulait juste faire 2 mentions spéciales aux deux autres gardiens qui évoluaient pour la première fois, ou du moins en tant que titulaire en Ligue 1. On a Alfred Gomis. On en a déjà parlé dans une émission assez longuement. C'est le gardien de Dijon qui, pour moi, a vraiment... alors, pas pour le moment, parce que Dijon encore est encore 17e, mais a changé le début de saison de Dijon. Ils étaient vraiment en galère au début de saison, à pas gagner de match. Et quand Alfred Gomis est arrivé, on a vu vraiment la différence. Donc, c'est un gardien sénégalais de 26 ans, 1m96, qui avait connu plein de clubs en Serie A et qui vient de la Spal. Donc un club de Serie A, mais il a été, je crois, formé au Torino en 2012 à peu près. C'est ses premiers matchs, en tout cas quand il est devenu pro. Je pense que c'est vraiment un bon élément de Dijon, et un petit peu comme on va en parler tout à l'heure, Baptiste Reynel l'était à l'époque pour garder Dijon en Ligue 1. Je pense qu'on a vraiment le gardien qui peut aider Dijon, et surtout au-delà de sa grandeur, je le trouve techniquement plutôt bon. Pour sa grandeur. Donc c'est Alfred Gomis, et enfin Alexandre Oukidja de Metz, qui est le dernier. Là, donc il est remonté avec Metz, et un petit peu comme le début de saison de Metz, qui a été en plus entaché avec des histoires extrasportives avec les 2 joueurs qui ont eu des accidents. Ça a été difficile au début. C'est mieux depuis un certain temps. Et Alexandre Oukidja, donc c'est un gardien qui, on sent qu'il y a du caractère, on sent qu'il suit sa défense, et qui avec Metz va lutter comme Gomis avec Dijon pour rester en Ligue 1. Qui est également international algérien. On doit aussi le souligner. Voilà, donc merci messieurs pour ces révélations et pépites que nous venons de mentionner. Maintenant, nous allons passer aux gardiens qui ont changé d'air cet été. Ce sont les transfuges. Je suis venu à Nancy aussi pour retrouver que je n'ai jamais eu une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième. Donc assez surpris. Nous allons parler à présent des gardiens qui ont changé de club cet été afin d'apporter à leur nouveau club, mais également de passer un cap individuellement. Thomas, tu voulais d'abord parler de ton gardien maison, Alban Lafont. Ouais, exactement. Alors si je devais qualifier le début de saison d'Alban Lafont, ça serait frustrant. Pourquoi frustrant ? Parce que trop d'irrégularité sur l'ensemble de la saison, et même au sein d'un même match. Il est capable d'enchaîner des super arrêts, des bonnes performances comme face à Lyon ou face à Rennes. Lyon, il avait eu la note de 9 dans l'équipe. Tout simplement, c'est la meilleure note d'un gardien en Ligue 1 depuis le début de saison. Ouais. Et puis, il est capable aussi de faire des erreurs. Notamment, après, le premier match face à Lille, je le compte pas trop parce que c'était le premier match, la situation extra-sportive au niveau de Nantes était un peu compliquée, délicate, donc je vais pas trop prendre en exemple la première journée. Mais par exemple, tu as une erreur de placement face à Brest où il anticipe, il anticipe pas, il spécule sur le centre de Cardona et ça coûte 2 points parce que au lieu de gagner, Nantes fait match nul. Et puis le dernier match de la phase aller face à Angers, en fait, ça symbolise un peu, si tu veux, l'ensemble de sa saison, son début de saison, pardon.
c'est deux face-à-face arrêtés où franchement, là, on voit ses qualités au niveau du duel, du 1 contre 1, comment fermer l'angle, d'aller au contact et même d'aller vite sur sa ligne, malgré une taille quand même grande pour un gardien Alban Lafont. Oui. Il encaisse 2 buts, et sur les 2 buts qu'il encaisse, 2 fautes de main. Certes, les conditions météo étaient assez particulières avec de la pluie, ça avait fusé, etc. Mais malheureusement, les 2 heures qu'il fait durant ce match, ça coûte 2 buts et ça permet pas à Nantes de remporter le match, et Nantes malheureusement perd. Mais à travers toutes ces défauts, ou ces erreurs de Lafont, moi, ce que je veux retenir, c'est un peu un problème mental. J'ai l'impression que c'est un problème au niveau de la concentration. Au sein d'un même match, il peut sortir de son match, mais tout seul, par exemple, notamment lors de ses relances au pied, où par moment, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, il met je ne sais pas combien de temps avant de dégager, alors qu'il voit que l'attaquant va faire son pressing. D'autant plus qu'on ne peut pas dire que le jeu au pied, ça soit assurance tout risque avec lui. Oui. Et je tiens même à dire, j'ai l'impression, alors après c'est peut-être une impression, je me trompe peut-être, qu'il a régressé même au jeu au pied par rapport au début de saison. En fait, j'ai l'impression qu'il a pris conscience qu'il est fébrile au pied, qu'en fait il se met tellement de pression ou il réfléchit beaucoup trop, et ça en fait c'est encore plus mauvais, ce que je veux dire. Après, faut travailler. Il est presque pas fini mentalement en fait dans sa formation. Ouais, c'est ça, ouais, je trouve. Mais après, c'est un problème de confiance. Et par moment, des fois, quand il était en confiance, si tu veux, il s'imposait devant sa défense, il était respecté. Et par contre, les derniers matchs, il sentait qu'il était un peu moins bien et il s'effaçait devant, par exemple, un Palois ou un Giroto, qui comme des personnes un peu plus charismatiques que lui. Alors qu'il sait le faire, il peut le faire. Je dis que je note ce défaut parce que je sais qu'il est capable de le faire, parce qu'il l'a déjà fait. Donc, mais en fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, parce qu'en gros, tu mets en avant sa capacité émotionnelle, et que du coup, il n'arrive pas à la maîtriser, déjà. Ouais, il est pas parce qu'on avait déjà dit de l'époque, il était très jeune, qu'il fallait encore qu'il mûrisse et qu'il prenne un peu en épaisseur, que ce soit tant physique que en termes de caractère. Mais ça sous-entend que du coup, dans le jeu au pied, justement, il est dans le doute. Oui, c'est pire que tout. Parce que si tu es dans le doute, justement, tu t'hésites, tu prends trop de temps, tu réfléchis trop. Et tu n'arrives plus à faire le vide, quoi. C'est ça. Et ouais, des fois, par exemple, c'est un peu classique, mais dès qu'il voit un attaquant faire le pressing, il a le temps de contrôler et relancer court ou million sur un latéral qui s'est écarté. Et il est tellement pas en confiance qu'il a préféré dégager balancer. Balancer une touche devant. Il vise aucune zone particulière, mais juste pour se dégager, quoi. Et quand Nantes quand lui était plus en confiance, donc la période que je décrivais tout à l'heure entre les matchs à Lyon et à Rennes, là le jeu au pied était plus rassurant. Donc ce que je me dis, c'est pas forcément un problème technique, c'est un problème mental, parce que certes il aura jamais le jeu au pied de Ter Stegen ou même d'un Lecomte par exemple, mais il est capable de faire des bonnes relances, d'être propre, de pas dégager pour dégager, quoi. Il est en prêt avec option d'achat à Nantes. Prêt option d'achat 2 années, 8 millions d'euros il me semble. Faudrait que je regarde les prix, parce qu'il y a des bonus dedans, donc faut aller voir ça. Mais non, mais après, sur sa ligne, il est excellent par contre. Sur sa ligne, toujours faire des bons arrêts. Je me rappelle d'un match, donc c'était contre Dijon, où il n'a pas grand chose à faire dans le match, et en fin de match, Nantes recule, et un coup de pied arrêté, il y a une tête smatchée avec un petit rebond devant lui, et il va la chercher près de son poteau. Donc il est capable de faire des arrêts sur sa ligne, etc. Et notamment, après, ce que j'ai oublié de noter, c'est comme il n'est pas en confiance, qu'on disait tout à l'heure, le bloc Nantes subit, et il n'est pas capable de le refaire monter, si tu veux. Je le vois pas dire à ses défenses de remonter. Alors qu'il pouvait le faire, par exemple contre Lyon, je me rappelle d'images où tu voyais qu'il demandait à tout le monde de sortir, etc. Et certains matchs, il faisait pas. Ouais, c'est frustrant.
D'accord, en tout cas très bien pour ce bon résumé de Lafont. Toi Renaud, tu voulais nous parler d'un gardien qui a plutôt réussi son intégration, c'est Edouard Mendy. Tout à fait, je voulais parler d'Edouard Mendy. En fait, ce que je trouve vachement bien avec lui, c'est qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait avec Reims. Il continue d'être performant, donc il est sur une bonne dynamique. Et ça fait plaisir. Et en plus, dans le choix de club, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Rennes, du coup, depuis, se bat pour de meilleures places au classement, on va dire, Oui. avec une ambition un peu renouvelée. La victoire en Coupe de France, ça a permis un peu de briser le cercle de la loose qu'il y avait. Tout à fait. Donc, ça les a bien aidés. Et je trouve que lui, il participe vachement à ça. Et effectivement, il est assez rassurant. C'est un gardien qui est rassurant, qui fait bien le boulot, qui a une belle envergure. Donc on rappelle, il remplace. Alors on l'a pas rappelé. Lafont remplace Tatarusanu qui était parti à Lyon, et Mendy remplace Koubek qui est parti dans un autre championnat. Augsbourg en Allemagne. Augsbourg, tout à fait. Ouais, voilà. Et donc voilà. Donc du coup, il s'est super bien intégré à Rennes très vite, je trouve. Malgré une blessure en début de saison qui a vu Romain Salin, son numéro 2 qui a été recruté au Portugal, briller. Ouais. Et Romain Salin a dit non, c'est Mendy le numéro 1. Ah oui, ça c'est le rêve, je pense, de tout coach et coach de gardien, d'avoir un numéro 2 qui te met pas une sale ambiance dans un groupe de gardiens. Et effectivement, il a fait un super intérim. Mais justement, je trouve que c'est encore plus fort de la part de Mendy de revenir alors que tu es blessé, quoi. Ouais. Et d'arriver un peu en cours de saison avec une dynamique qui a déjà un peu commencé sans toi. Et on sait qu'un gardien, il a besoin de temps, il a besoin de matchs et d'automatisme avec ses partenaires pour que ça prenne bien. Et la mayonnaise prend plutôt bien. Et donc, c'est un gardien en plus que je trouve qui est sympa à avoir joué, qui est un peu aussi comme gardien dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu plus sobre dans ses interventions, Rakovic, voilà, mais qui fait super bien le travail, voilà. Pour revenir sur Mendy, pour Rennes c'est génial parce qu'en fait ils ont recruté un gardien qui était meilleur que celui qu'ils avaient l'an passé, et d'autant, il me semble, clairement, oui. Ils ont réussi à vendre Koubek plus cher qu'ils n'ont acheté Mendy. Faudrait regarder, mais je crois que c'est 8 millions d'euros Koubek et 4 millions Mendy qui vient. Ça s'appelle la bonne affaire, ça. Ah ouais. Non, mais ça me fait mal de le dire, mais pour Rennes, c'est vrai que c'est un gardien qui peut permettre à Rennes de les aider à accrocher la 3e place, parce que la 3e place en Ligue 1 reste assez ouverte. Donc Mendy, il est dans la continuité de ce qu'il faisait à Reims. Et je trouve que c'est d'autant plus fort parce que, bon, à Reims, il a fait une très bonne saison, etc. Mais il n'y a pas d'attente, si tu veux. Là, à Rennes. Oui. Là, l'attente, on attend de Rennes qui puisse se qualifier en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que oui, ils ont créé, surtout qu'au vu des derniers résultats récemment, ça a refait naître un peu des ambitions au niveau des supporters. Et l'envie, du coup, de regoûter un peu à l'Europe, potentiellement. Au minimum, la Ligue Europa. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de le voir à ce niveau-là, je trouve, Mendy, au niveau européen. Exactement. Et si Mendy poursuit sur cette voie-là, il va s'imposer comme une référence dans notre championnat au poste de gardien de but. Qu'un Ruffier, qu'un Mandanda, qu'un Costi. Quand tu parles de référence, alors il l'a montré en décembre, parce que c'est lui qui est numéro 1 dans nos 2 classements, le Mur et l'Invincible, avec notamment 90% d'arrêts sur le mois de décembre. Alors il a 90%. Ouais, 90% d'arrêts en décembre. Alors il a fait 9 arrêts, donc tout à l'heure on parlait des 21 de l'Arseneur, donc il a eu moins de boulot à faire. Néanmoins, c'est également lui donc qui a réussi le plus de clean sheets en décembre. C'est 3 clean sheets sur 4 en décembre. Donc c'est plutôt pas mal. Un autre gardien qui a bien performé en décembre, et on est plutôt content pour lui, au vu de son début de saison, c'est
Benjamin Lecomte. Donc Benjamin Lecomte termine deuxième de notre classement des arrêts en décembre avec 86% d'arrêts. Donc c'est 10 arrêts en décembre. Ça fait suite au Renault. Donc il suit vraiment la courbe de Monaco. C'est simple, si on prend son classement des arrêts, il est passé de la 22e place à la 20e place, à la 11e place, à la 6e place des gardiens qui ont réussi des arrêts, donc de août à décembre. Il était arrivé à Monaco pour passer un palier, donc remplacer Subasic qui se fait vieillissant depuis la Coupe du Monde. Et là, on peut dire qu'il est revenu en forme. Néanmoins, on en attend un tout petit peu plus de lui. Toi qui l'as beaucoup regardé, Thomas, t'en penses quoi de Lecomte ? Bah, comme tu le disais, début compliqué. Ça s'insérait un peu dans une spirale collective qui était négative pour le club du Rocher. Et notamment, je me rappelle du premier match face à Lyon où il fait 2 fautes de main et notamment une où il choisit de... la fameuse frappe de Memphis qui prend entre les jambes. Ouais, voilà, quoi. La décision, j'ai pas trop compris, quoi. Ouais. Mais ouais, petit à petit, il a réussi à s'adapter. Digérer un peu, on peut dire aussi digérer son transfert parce que passer de Montpellier à Monaco, c'est quelque chose d'autre. Même si Monaco, on dit souvent, bon, t'as peut-être pas beaucoup d'ambiance du public, t'as pas de pression, mais t'as la pression au niveau des résultats. L'objectif qui s'est annoncé, c'était d'être dans les 3 premiers pour Monaco. Et lui aussi, il a une autre pression d'un point de vue personnel, c'est que lui, il compte faire des bonnes performances avec Monaco pour pouvoir accrocher le wagon équipe de France cet été pour participer à l'Euro 2020. Oui. Donc, il y a ces deux aspects à prendre en compte. Donc après, pour résumer, sa saison, c'est quand même 25 buts encaissés en 15 matchs disputés. C'est pas, on va dire, c'est pas très positif, cette stat-là, pardon. Mais ces derniers matchs, d'un point de vue collectif, la défense déjà a été un peu moins friable. Oui, parce que voilà, moi ce que je voulais quand même rajouter, c'est qu'il joue quand même avec Glick, qui est sacrément l'ombre de lui-même depuis maintenant 2 ans. Quel enfer, ce Glick. Maripane qui est tout juste arrivé, qui est pas trop mauvais, mais c'est pas non plus le défenseur de l'année, et Jemerson qui ne joue plus depuis 2017. Hein. Oh non, mais c'est compliqué là, Jemerson. Je rappelle, j'étais à la Beaujoire pour voir Nantes-Monaco, où Lecomte avait fait un super arrêt réflexe sur une tête, encore une fois, de ce grand joueur qui est Koulibaly. Une magnifique parade où Lecomte, là, ce match-là, je crois que je l'ai insulté pendant tout le match parce que je me dis, t'es sérieux, les autres matchs avant, t'étais pas. T'es pas bon. Et puis... Ce match-là, voilà. Et après, je suis content pour lui parce que. Il avait eu 7 dans l'équipe, tiens, contre Nantes. Et d'ailleurs, c'est reparti un peu à partir de ce match-là, je crois. Voilà, quand on regarde un peu ses notes et les matchs, t'as raison. C'est reparti un peu de près à partir de Nantes. Ouais, t'as raison. Et après, ça allait beaucoup mieux. Ouais, même s'il n'y a pas eu que des victoires, hein, mais. Ouais, mais à Nantes, on a un 9 qui relance les Ghanéens, c'est bien. C'est hyper utile en vrai. Et donc oui, à ton avis, qu'est-ce qui a changé dans son jeu depuis Nantes? Donc il a tapé un 7 contre Dijon, un 7 contre Amiens, un 7 contre Angers. Là ils ont quand même gagné 5-1 face à Lille. Moi je dirais ce qu'il a gagné, c'est être décisif. Parce que là, donc comme on disait tout à l'heure, Monaco a retrouvé une certaine stabilité d'un point de vue défensif. Donc il subit moins de frappes. Donc, en subissant moins de frappes, il y a peu d'interventions à faire. Et c'est là qu'on montre qu'on est un grand gardien, c'est d'être décisif avec peu d'interventions. Donc, j'ai pris un exemple, le match contre Amiens, où le score de 0-0, et il y a une reprise de Kakuta qui est quasiment à bout portant, où il réalise un arrêt réflexe. Oui. Et le score est de 0-0. Et donc, après cet arrêt, Monaco va remporter le match. Donc, déjà, tu vois, c'est des choses qu'il ne faisait pas en début de saison, puisqu'en début de saison, il avait déjà pris un but avant de faire cet arrêt. Oui. Donc, et puis en plus, là, récemment, dans l'actualité, il y a Moreno qui a été nommé à Monaco à la place de Jardim. Ouais, c'est un autre problème, ça. Ouais. Et non, mais je trouve, par exemple, pour lui, ça va être bien, parce que c'est un entraîneur qui va rechercher un profil comme Lecomte. Et Lecomte, comme il l'a déjà dit dans plusieurs interviews, il adore jouer, relancer et participer au jeu.
Donc peut-être qu'il va être un peu plus s'épanouir aussi d'un point de vue du jeu. Peut-être qu'il s'en sentait un peu plus lésé, restreint, on va dire, avec Jardim, qui demandait un peu plus d'efficacité, peut-être de verticalité. Là, que Moreno, qui a demandé vraiment à Benjamin Lecomte d'amorcer la première relance, de faire une première bonne relance afin de casser des lignes, de chercher à avoir un impact sur la construction de jeu de son équipe. Peut-être que ça va l'aider à s'épanouir aussi. En plus, il a digéré son transfert. Donc, tout cet ensemble-là va peut-être permettre à Lecomte de s'affirmer sur la deuxième partie de saison et permettre à Monaco d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire être dans les 3 premiers. Alors, merci pour cette transfuge et avoir jugé de leur intégration. Nous allons passer maintenant au vieux Briscard. Aimé, c'est Bertrand Méheux, le patron de Canal+. Je sais que vous êtes dans ce bureau. Sortez, il y a un match à commenter dans 2 heures. C'est la Ligue des Champions? Non, le championnat de France. Championnat de France? Plutôt crevé. Aimé, soyez raisonnable. Ah, les casquettes des 0-0, il en veut plus, Aimé. C'est fini tout ça. Je sortirai pas. Aimé, on va devoir défoncer la porte. Si vous rentrez, je bute Denis Balbir. Je suis un taré, moi. J'ai plus peur de rien. J'ai commenté un Nice Metz, moi. Thomas, on me dit dans l'oreillette que tu as pris Cels sur MPG et que tu en es plutôt content et que tu voulais nous en parler comme, alors, vieux Briscard, non, parce que c'est pas un vieux Briscard de la Ligue 1, mais comme un gardien qui a déjà plusieurs saisons dans l'élite. Exactement, donc c'est sa 2e saison avec le Racing. Et oui, j'ai fait le choix judicieux de le prendre à Montigazon et j'en suis très heureux. Et donc, comme je l'avais pris à MPG, j'ai suivi ces matchs, bien évidemment. Et franchement, que Cels, c'est un gardien qui a été élu quand même 3 fois joueur du mois par ses supporters sur les premiers mois de la saison là. Donc, on peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs de Strasbourg depuis le début de saison. Tout à fait. Et notamment, ce qui m'a marqué chez lui, outre ses qualités dans le jeu aérien, sur sa ligne, c'est quand même l'aura qu'il a auprès de ses partenaires. J'ai un peu checké avant l'émission, comment ses partenaires le percevaient. Décrivent. Ouais, exactement. Et beaucoup le décrivent comme un gardien d'expérience, un gardien sur qui ils peuvent compter, ils ont totalement confiance en lui. Certains parlent de lui comme étant l'un des 3 meilleurs gardiens de Ligue 1. Il y en a un qui parle de lui comme c'est meilleur qu'Anthony Lopez. Ça, chacun fera son n'importe ce qu'il voudra. Mais ouais, donc c'est le 3e gardien de la sélection belge quand même. Grâce à ses performances à Strasbourg, il intègre la sélection belge. Il sera certainement à l'Euro 2020. Et je savais pas ça. Aussi, pour illustrer aussi, si tu veux, cette régularité dans les performances, même ses qualités intrinsèques de gardien de but, il a été prolongé récemment jusqu'en 2024 par le club alsacien. Et j'ai un match notable que j'ai en mémoire de Mats Cels, c'est un match à la Méno face à Montpellier où il stoppe un penalty d'Andy Delors, il me semble. Et en fin de match, il fait une parade, mais de très grande classe, qui est décisif, comme si tu marquais un but, quoi. En fait, c'est un arrêt qui rapporte 3 points. Donc, je trouve que Mats Cels, il a confirmé ce qu'on avait vu lors de sa première saison l'an passé. Et il se révèle comme une véritable assurance au poste de gardien de but dans notre championnat. Et je suis plus content parce que voilà, il suffit pas tu peux aller chercher des gardiens, même qui sont assez âgés, mais qui peuvent apporter quelque chose à une équipe. Donc c'est bien pour Mats Cels, c'est bien pour Strasbourg et c'est bien pour moi MPG. Bah oui, donc je suis bien d'accord avec toi sur Cels. Alors moi il m'avait marqué, c'est au début de saison, quand on est un peu en mal de football, on n'a pas assez de matchs à regarder, donc on se met à regarder les 3e tours de Coupe de l'UEFA, enfin d'Europa League, pardon. Et moi j'avais trouvé très bon pour faire passer donc presque accéder à la phase d'Europa League avec Strasbourg. Notamment dans ces matchs européens. Donc j'ai une petite stat juste pour ajouter à ce que tu dis. En termes de notes, l'équipe, c'est le 3e gardien face au top 10 de la Ligue 1.
Donc je pense que c'est un peu un gardien de coupe où tu te dis bah tiens aujourd'hui il va être infranchissable. Ouais, non mais oui, il y a souvent ces figurances-là, mais même si je trouve que si tu veux, il est régulier, ses performances, elles sont toujours bonnes, mais par contre, il y a toujours des pics. Donc C'est ça. c'est la régularité positive, si tu veux. C'est bon, et hop, très bon, bon, très bon. C'est ça, elle est capable d'élever son niveau de jeu. Donc très bien pour Sels. Renaud, toi à l'inverse, tu voulais mettre un petit peu de Sels sur la plaie de nos amis toulousains en nous parlant de Baptiste René. Ouais, Baptiste René, ça va pas très bien, mais en même temps, c'est le club tout entier du TFC qui va pas très bien. Et malheureusement, Baptiste René, dont on avait, enfin en tout cas moi, je sais pas pour vous, mais dont on avait trouvé le choix de passer de Dijon à Toulouse un peu bizarre. Alors c'est bien parce que tu en parles avec autant d'entrain que les supporters toulousains en ce moment. Ouais, mais en fait, c'est ce qui me fait mal, c'est que, enfin, on l'a tous vu au DFCO, il avait été super bon. Et on s'était dit, mais ce gardien, limite, il peut aspirer à mieux que ça. Mieux que le TFC. Tu connais l'histoire de René aussi. Il devait aller à Montpellier. Ouais. Le président de Dijon a bloqué. Il a fait 10 ans de plus à Dijon. Et du coup, c'est Lecomte qui est allé à Montpellier. Donc, ouais. Pas grand-chose, quoi. Ouais, ça c'est dommage. Après, on sait que le marché des gardiens, c'est un peu fermé. Donc, quand tu veux bouger, il n'y a pas 8000 opportunités. C'est juste que du coup, de passer de Dijon à Toulouse, et Toulouse qui est un petit peu sur plus une pente descendante qu'ascendante en termes de dynamique sur ces dernières années, fait qu'il se retrouve avec une équipe vraiment en grande difficulté défensive. Et le problème, c'est que du coup, lui, ça s'en est ressenti et qu'il a plus du tout ce côté rempart et dernier le mur, quoi. Qui avait un peu aussi au DFCO, qui a eu des moments compliqués quand même lui il jouait. Et là, le problème, c'est que voilà, ça va pas du tout. J'en avais déjà parlé l'autre fois. J'avais dit que j'avais vu sur ce match en dehors qu'il n'y avait pas eu d'erreur, mais qu'il avait même du mal à capter des ballons. Enfin, je trouvais ça énorme venant de sa part, en fait, même. Et voilà. Et malheureusement, dans les stats, ça se traduit parce que il est à 61% d'arrêt déjà. Ça, voilà. Il est à 2,1 buts encaissés par match. Ça fait mal, ça fait beaucoup. Après, voilà, on n'oublie pas que la défense est vraiment pas bonne, tout ça. Et seulement 2 clean sheets, mais en fait, je revois plus le Rennais que j'ai vu au DFCO. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Et je sais bien que voilà, un gardien seul peut pas tout faire, mais là, sur certaines actions, je le vois plus aussi serein qu'avant. Et justement, je trouvais que ce côté de pas capter les ballons, ça traduisait de quelque chose. De peut-être plus à ce niveau-là, mental ou émotionnel, d'être dans une situation un peu compliquée et de pas arriver à s'en sortir et de pas être aussi performant qu'avant. Voilà. Je cherche pas à taper sur René spécifiquement. Hein. C'est pas, il est pas foncièrement mauvais ce gardien. Je pense même qu'il est foncièrement bon. Mais là, on le voit pas en fait. On le voit pas suffisamment. Et surtout, c'est qu'il n'arrive pas à aider son équipe en fait. On a l'impression qu'il coule avec Toulouse, quoi. Ouais, voilà. Et ça me fait un peu mal, quoi, parce que voilà, moi, je pensais que ce gardien, potentiellement, vraiment aspirait à mieux, même à l'étranger. Et là, aujourd'hui, avec ce genre de performance, ça va pas l'aider, parce que pour moi, si le TFC plonge en Ligue 2, il restera pas. Voilà. Pour dire où, après, c'est ça le problème. Oui, voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'avec la saison que tu as fait, tu vas où? À Dijon. Parce que pourtant, à Dijon, si tu veux, il a l'habitude de subir beaucoup d'occasions. Et souvent, parce qu'il enchaînait des arrêts. Là, malheureusement, avec le TFC, il ne parvient pas à faire ce genre de performance. Ouais, il n'arrive pas à le répéter, mais surtout, c'est que du coup, au bout, en fait, il n'y a pas le résultat escompté, quoi. Il n'y a pas de victoire, quoi. Enfin, parfois, il y a un bon match, mais il n'y a vraiment pas la victoire au bout, quoi. Donc, c'est dommage parce qu'en début de saison, alors moi j'avais été voir jouer au Parc, donc forcément ils avaient pris 4-0 au Parc, mais René avait fait plutôt un bon match en l'occurrence. Il a sorti pas mal de ballons. Et surtout, je me souviens du match contre Brest, au tout début de saison, le premier match, où René arrête le penalty de Charbonnier et sur la contre-attaque, Toulouse marque. À l'extérieur contre Brest, donc on avait vraiment on avait un début de Toulouse qui était que j'avais trouvé assez en fanfare, un truc comme 3 victoires, je devais être sur le podium au bout de 3 matchs.
Rennais était 6e de notre classement des arrêts. Et ensuite, ça a été la dégringolade. Donc, il y a eu aussi l'affaire Casanova quand même. Ton coach assez historique était revenu, qui repart donc avec le côté en plus menace de mort. C'est vrai que Rennais va peut-être falloir prendre une décision, pas au mercato parce qu'un gardien part pas au mercato, mais du moins cet été, si par exemple Toulouse refait barragiste par miracle, et se sauve, là peut-être qu'il faudra se dire faut peut-être passer, tourner la page pour continuer sa progression, quoi. Bon, oui, peut-être. Après, c'est comme l'a dit Thomas, avec les perfs que tu as fait. Oui. Tu vas où, quoi? C'est un peu dur de se vendre quand ça va pas, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Surtout pour un gardien en plus. Hein. Enfin, encore on le sait, un attaquant, bon, ça va moins bien, mais parce qu'on sait qu'il y a des périodes de moins bien. Un gardien, ce qu'on lui demande, c'est d'être constant, quoi. Donc, compliqué. Ok pour Rennais. Très bien. Moi, je voulais parler un peu des autres gardiens, de autres grognards de la Ligue 1. Le plus grand d'entre tous, je voulais parler de Ruffier. Ruffier qui a connu un début de saison compliqué. Ruffier notamment en décembre, il est dans les bas-fonds de notre classement des arrêts. Il est 18e avec seulement 52% d'arrêts. Il paye, je pense que un peu comme Rennais, il est à l'image de son équipe, c'est l'inconstance de la SSE. On pensait qu'ils avaient trouvé un nouveau souffle avec Claude Puel, mais ce souffle peine à prendre de la constance. On était dans la discussion encore il y a 2-3 ans avant qu'ils disent stop à l'équipe de France comme troisième gardien de l'équipe de France. Je pense que maintenant il en est loin. Je pense que on trouve. Alors, ce qui est marrant, c'est plus le jeu avance, plus j'ai l'impression que Ruffier devient un peu obsolète, notamment ses difficultés au pied. C'est-à-dire que ça reste un très bon gardien sur sa ligne, mais déjà plus il vieillit, moins il est mobile. Et on l'avait vu avec Mandanda, c'était un problème. Ruffier, je trouve que ça devient un problème au niveau de sa mobilité. Et également, quand il reçoit un ballon, c'est même pas une chance sur deux, c'est qu'on sait de toute façon que ça va repartir loin fort, quoi. Ouais, jeu au pied, ça a toujours été une carence chez lui, mais ouais, comme tu disais, l'évolution du jeu et de la philosophie de certains entraîneurs, Ruffier, en vieillissant d'autant plus, peut-être que ça va être compliqué de pouvoir rester au top niveau de notre championnat au niveau des gardiens de but, quoi. Mais après, Ruffier, je pense qu'il a la force de caractère pour cette deuxième partie de saison de se remotiver. Puis c'est un bosseur. C'est vraiment un bosseur. Il y avait un très bon article de SoFoot sur lui là. Enfin, ils l'ont remis en best-of et qui était sorti. Et voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui de l'extérieur donne l'impression d'être à la limite d'être antipathique. C'est juste qu'il se ferme un peu aux médias, mais c'est vraiment un bosseur qui aime un peu bosser sur les détails. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de son jeu qui sont pas très modernes et qui fait qu'il risque d'être un peu en retard, quoi. Tout à fait. Et voilà, et le jeu au pied, c'en est une, mais c'est comme il est très bon au duel, mais il sait pas faire une sortie en T. Je sais même pas s'il l'apprendra à le faire. C'est compliqué de l'apprendre et de l'intégrer, quoi. C'est plus facile quand on a 4 ans que quand on a 30. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, voilà. Mais effectivement, comme tu as dit, il a cette force de caractère où il peut encore corriger le tir. Ouais. Bon, on va voir s'il en sera capable. Donc, on va également parler un peu des autres vieux briscards, les mentionner. Donc, vieux ou jeune briscard. Donc, Bernardoni, saison compliquée avec Nîmes. Donc dans les bas-fonds du classement avec Rennais et Gürtner,
Donc c'est le lot des équipes qui en ce moment vont moins bien, et en plus il y a eu la blessure pour Bernardoni. On va dire qu'il surnage un petit peu dans ce marasme nîmois. Il fait ce qu'il peut, mais on ne serait pas étonné que Nîmes finisse en Ligue 2. Puis surtout, il prend énormément de buts, quoi. Là, je regarde les derniers, ils ont perdu 6-0 contre Bordeaux, 4-0 contre Lyon, 3-1 contre Marseille. Ça, c'est les 4 derniers matchs, quasiment. Il fait des arrêts, pourtant. Ouais, mais bon, il subit tellement qu'en fait, il peut tout stopper, quoi. C'est compliqué. Un autre qui subit beaucoup, c'est Régis Görtner. Était blessé en début de saison. C'est un peu, je trouve, un peu dans le dur. Donc comme on dit, les corps ne mentent pas. Moi, quand t'es blessé, forcément t'es moins performant. On espère pour Amiens, c'est dommage parce que Amiens produit du beau jeu cette année, contrairement aux autres années où ça jouait plutôt en contre. Donc on va voir pour Régis Görtner. On a également un gardien étonnant cette année, c'est Ludovic Butel, qui est pour moi le gardien le moins bon de ce début de saison. De toute façon, pas que pour moi, pour notamment sur notre équipe, c'est celui qui est je crois dernier. Mais Angers va bien. Moi, c'est une énigme. Donc et en plus, il a fait 8 clean sheets. Ouais. Mais dernier match, il fait une faute de main aussi contre Nantes. Voilà. Ça fait 8 clean sheets, mais bon. Mais après, est-ce que c'est vraiment dû à lui? C'est la question que je me pose. C'est ça. Je sais pas. J'ai l'impression que ça défend bien Angers parce que c'est un peu plus dans l'ADN du club, quoi. Mais c'est pas lui qui fait un exploit. Non, mais tout cas, c'est pas le meilleur Butel que j'ai vu. Oui, clairement. Ouais. Ouais, il a une moyenne de 4,74 en moyenne de notes. Donc c'est vraiment le dernier bien décroché par rapport aux autres. Je pense qu'il paye un peu aussi son match à Lyon où il avait été vraiment mauvais, comme son défenseur Pavlovic lors du 6-0. Mais bon, tant mieux pour lui. Il est dans le top 5 de la Ligue 1, si je ne m'abuse. Dans le top 10 de la Ligue 1 avec Angers 8e. Donc voilà, c'est à suivre, mais c'est vrai que peut-être Angers devrait penser à sa succession s'ils veulent continuer à rester peut-être en Ligue 1 l'an prochain et continuer de progresser. Ce qui se fait quand même assez vieux. Ensuite, on a Benitez qui était blessé en début de saison et qui est revenu. Compliqué entre les blessures, si je pars pas, les relations avec Vieira, un peu compliqué Benitez par rapport à ce qu'il nous avait montré l'an passé, qui était assez formidable et quand même, on rappelle que c'était quand même injuste qu'il n'a pas été nommé pour les trophées de meilleur gardien la saison passée. Tout à fait. C'est injuste et en plus des relations, il y a aussi le contexte niçois qui commence à se normaliser, mais avec le rachat du club, etc., ça ne devait pas être simple à gérer. Ensuite, on a Benoît Costil. Pareil, moi j'ai du mal à juger son début de saison à Benoît Costil, parce que autant on l'avait encensé sur certains matchs, autant moi j'ai toujours ce match à Marseille où il a fait où il a eu des décisions, notamment de relance au pied, qui étaient plutôt mauvaises. Ouais, 3 défaites consécutives après match face à Marseille. Ouais, à Marseille. Ils prétendaient au podium et puis depuis ils sont 13e ou 14e au classement. Donc après Costil, il n'a pas été décisif lors de ce dernier match, mais moi ce gardien j'apprécie toujours. Ce que j'aime bien chez lui, c'est un peu ce leadership qu'ont pas tous les gardiens de notre championnat. Mais c'est vrai que ces derniers matchs, il n'a pas été vraiment à son aise. Donc déception, je sais pas si une déception cette partie. Et puis il y a aussi un contexte bordelais qui est pas simple. Oui, ouais. Une fois de plus.
Oui, je sais pas si lui, on fait un peu plus abstraction avec un peu plus de maturité, tout ça, mais ça doit pas super bien aider l'équipe, quoi. Mais c'est vrai que moi, je le sens moins serein et constant dans ses performances comme avant. Ouais, je sais pas, moi je trouve pas, j'ai pas cette sensation-là. Après, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Bordeaux, donc je peux pas dire. Sur le peu de matchs de Bordeaux, j'ai trouvé rassurant, moi. Donc ouais. C'est plus, moi je le trouve moins constant plutôt que pas serein en fait. Ouais. Je le trouve moins constant dans ses performances et comme l'a dit Nico, il y a ce côté faire des erreurs un peu sur des éléments, des phases de jeu où normalement il ferait pas des erreurs comme ça, quoi. Ouais, c'est voilà un peu comme Ruffier, je le sens. Alors pas autant que Ruffier, mais je le sens un peu dans le creux où il était sur une pente ascendante et bon voilà, il progresse plus, quoi. En tout cas, moi je trouve qu'il progresse plus. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait dit quand on avait fait sur l'équipe de France. On avait dit que Costil c'était un peu celui qui avait atteint le plafond de verre et qui irait pas plus haut, quoi. Et Thomas, t'es pas d'accord? Il atteint ses limites, si, mais après, peut-être pas progresser, c'est compliqué. Après, ça reste un gain de bon niveau, je trouve. C'est pas... Oui, mais pour l'équipe de France, pas assez. Je suis d'accord avec toi, mais les Girondins de Bordeaux, j'ai l'impression que c'est gardien un peu idoine, d'autant plus que Paulo Sousa aime bien un gardien qui relance propre, etc. Bon, certes, il y a eu du déchet par moment lors de certaines relances. Et en plus, nos équipes jeunes, c'est un leader. J'ai pas le souvenir, après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait tous les matchs de Bordeaux, donc j'ai pas souvenir d'une énorme bévue de Bono Costil, si ce n'est le match contre Marseille où peut-être qu'il fait trop la passe de trop pour la relance. Mais ouais, Costil, c'est un gardien que j'ai toujours apprécié, même quand il jouait à Rennes. Donc ouais, non, mais Costil à suivre en 2020 pour voir si il va progresser. Pour son inconstance, il était donc 18e de notre classement des arrêts, puis 6e en septembre, 19e en octobre, 2e en novembre et 10e en décembre. Bon, ça correspond plus ou moins au parcours des Girondins, mais c'est vrai que comme tu dis, ça reste un bon gardien. Voilà, je pense que maintenant pour être numéro 3 en équipe de France, là où on l'attendait au mieux, il n'y a plus de progression pour l'être. On a un qu'on a oublié de parler, c'est notre bon vieux Steve Mandanda comme j'aime. Il est quand même pas mal notre Mandanda comme j'aime avec ses 5 kilos au moins. Ah c'est plus léger, il est plus léger, donc il va faire plus d'arrêt. Hein. Ça change la vie. Non, moi je suis content, on l'a retrouvé. Oui. Ouais. On l'a retrouvé, l'année dernière, bon, le mondial, tout ça, on sait, on a compris, mais là, ça fait plaisir de voir que il revient, il est bien revenu, il revient mieux, il est décisif pour Marseille, il est présent, il a toujours le leadership, ça fait plaisir. Et en plus, comme on l'a dit, il essaye d'apprendre de nouvelles techniques. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Nouveau entraîneur des gardiens, nouvelle méthode, voilà. C'est pas qu'un régime, voilà, c'est pour ça que c'est un renouveau. La boutade, il a un petit peu combattu dans les médias en disant bah non, c'est pas qu'un régime, c'est également toute une mentalité à continuer à avoir pour retrouver le haut niveau et on en a déjà parlé dans plusieurs émissions, mais il y a un jeu au pied retrouvé, une mobilité. Il y a plus que je saute de nouveau parce que j'ai perdu du poids, quoi. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est un ensemble entre la perte de poids, la nouvelle méthode par son entraîneur de gardien. Il retrouve aussi le brassard de capitaine puisque Rudy Garcia l'avait enlevé au profit de Dimitri Payet. Donc après, c'est une sorte de nouvelle carrière, une nouvelle deuxième carrière, si tu veux, un nouveau début. C'est un nouveau chapitre dans la carrière de Mandanda. Et d'autant plus que là, il va profiter de la blessure de Loris pour le suppléer en équipe de France. À voir après comment Hugo va revenir de sa blessure. Oui. Donc il y a tout ça qui joue, le fait d'être numéro 1 pour l'instant en équipe de France, les bonnes performances à Marseille, les nouvelles méthodes d'entraînement, le fait de découvrir de nouvelles choses. C'est aussi toutes ces choses-là, ça permet de rafraîchir, de se revigorer, si tu veux. Voilà, de plus être dans
Ouais, Dans la il est plus routine. il est plus dans la routine qu'il a pu avoir à Marseille à un moment où il avait quand même beaucoup de passes droits. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais Objectif aussi, voilà, un nouvel objectif. Alors que par exemple, après la Coupe du Monde, peut-être que si t'es dit, ouais, j'ai atteint un truc de malade, quoi, à mon âge, je pourrais peut-être pas faire plus. Et là, bah, l'arrivée de Villas-Boas, la nouvelle dynamique à Marseille, ça fait un nouveau challenge. Suppléer Loris pendant un certain temps en équipe de France, ça aussi, ça le passionne, ça le challenge. Donc, tout ça mis ensemble, bah, ça permet de retrouver un Mandanda de très haut niveau. Et voilà, un Mandanda comme on l'aime. C'est ça. Donc on a Mandanda et puis bah voilà pour la suite de la Ligue 1, l'OM est deuxième. Bon, de là à titiller le PSG, on a encore de la marge, mais on a vraiment un beau challenge qui attend Mandanda début 2020. Tout à fait. Donc, bah, très bien pour nos vieux grognards de Ligue 1. Donc, on n'en a pas oublié. On a parlé de tout le monde. Il nous reste maintenant de passer aux choses sérieuses en faisant le conseil de classe de nos gardiens de Ligue des Champions. Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Nous les avons vus briller, ou pas, en Ligue des Champions. Nous devions d'en parler. Mac Maignan a découvert la Ligue des Champions cette année. Qu'en as-tu pensé, Renaud ? alors Mike Maignan sur la Ligue des Champions, clairement ça a été une première brutale, j'ai envie de dire. Quel mot ? Voilà, il en a pris pas mal dans la besace. Et pourtant, Lille a montré des choses. Ils ont essayé de faire le jeu, lui il a essayé de participer au jeu, mais vraiment ils ont pris assez cher sur toute la Ligue des Champions. Et dans un sens, c'est un bon apprentissage pour lui, je pense, parce qu'il est encore jeune et qu'il a beaucoup de choses à apprendre et se confronter un peu au niveau européen, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu l'occasion de démontrer beaucoup de choses. Il a tenu le choc à un moment par moment sur certains matchs. Je me souviens que c'était le match face à Valence, je crois. Oui, à Mestalla, là. Voilà, il a tenu autant qu'il a pu et après il a craqué. Enfin, mais c'est toute l'équipe qui a craqué. Mais malheureusement, il n'aura pas pu être le gardien qui sauve son équipe. Et je pense qu'ils ont eu affaire à vraiment plus fort qu'eux. Et il a fait face à des adversaires qui sont plus forts que lui. Et malheureusement aussi pour les supporters lillois, il n'a pas été décisif pour Lille et il a même été, il a contraint son équipe à encaisser des buts. Je rappelle toujours du premier match face à l'Ajax, oui, aux Pays-Bas, où il fait le pas en avant, un pas en arrière et à la sortie loupé, manque de communication avec Gabriel, on encaisse le but. Le premier but, le deuxième but, c'est une reprise de Alvarez, il me semble. Où il est trop collé, où ce positionnement, je le comprends pas trop, où il est trop collé à son premier poteau et sa réaction, sa gestuelle, j'ai pas trop aimé, trop en retard, un peu en décalage en contre-temps avec toute l'action. Et ouais, c'est vrai que c'est ce que j'avais noté lorsqu'on avait fait l'émission, on parlait des matchs de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. J'ai pas vu le Maignan que j'ai pu voir la saison passée, ou même en faisant peut-être peu d'arrêts, il était décisif. Et là, on sait que la Ligue des Champions, ça pas 15 frappes par match. Bon, même si là, Lille a subi beaucoup de tirs. En l'occurrence, oui, c'est 40. Il a subi 40 tirs cadrés, donc cadrés, 40 tirs cadrés en 6 matchs. Soit presque 6,5 si je fais à peu près les comptes, 6,5 7 6,66 tirs par match, tirs cadrés par match. Qui est énorme. Qui est assez énorme, hein, parce que en comparaison, Lopez il en a reçu 20 et Navas 15. Ouais, voilà. Donc voilà, entre 15 et 20, on va dire c'est la normale. 40. Donc le double. Voilà, donc mais encore en plus, il n'a pas été décisif alors qu'il subissait beaucoup de frappes. Donc ouais, et puis c'est révélateur aussi de cette faculté d'atteindre le haut niveau, puisqu'il peut prétendre à une place en équipe de France dans le futur, peut-être pour passer à un Loris ou à Mandanda et être en concurrence avec Araola, pourquoi pas dans le futur. Donc ouais, cette faculté à être décisif et à être performant
dans les très grands matchs, dans les matchs de haut niveau d'un point de vue international, c'est là où il va falloir qu'il progresse. Parce que c'est très bien d'être bon à Lille, d'être excellent en Ligue 1, de faire des bonnes performances, même si cette saison. Alors, excellent en Ligue 1, non. Voilà, là, j'ai parlé de Ligue des Champions, mais on parle également de Ligue 1. Il est dernier du classement en novembre et il est 17e en décembre. En Ligue 1, il déçoit cette année par rapport à l'année dernière. Donc, en 2020, s'il veut espérer être troisième gardien de l'équipe de France, il va falloir être au même niveau que l'an passé. Et dans un futur, être performant lors des très gros matchs pour prétendre à une place en équipe de France. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Notamment, il est à. Alors voilà, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs en Coupe d'Europe, mais il est qu'à 60% d'arrêt en Coupe d'Europe, notamment sur toutes ses frappes, et on vient de le citer en Ligue 1. Alors ensuite, moi, je voulais vous parler d'un autre gardien qui est en difficulté avec dans ce début de saison, c'est Anthony Lopes. Donc si on reprend les stats qu'on a donné tout à l'heure, donc c'est 20 tirs cadrés en Ligue des Champions et seulement 53% d'arrêt. Donc un tir cadré sur deux, c'était but de la part des adversaires. Donc Anthony Lopes, alors on parle d'abord de la Ligue des Champions. On a vu, pour moi, 2 bourdes majeures d'Anthony Lopes lors de cette campagne de Ligue des Champions. Il y a eu la relance à Benfica, donc tout le monde l'a vu, la relance gag, qui puisait à la 87e minute à l'angle de sa surface où il veut relancer vite pour pouvoir gagner le match. Et bien, finalement, il prend un retour de bâton assez puissant. C'est un petit peu comme quand on tire du goal au baby et qu'on se fait contrer par le milieu de terrain, c'est dans notre but. C'est un peu l'idée. C'est un peu un contre du milieu. C'est un peu un contre du milieu de terrain au baby en fait, quand j'y pense. Donc il y a eu ça et également moi ce qui m'a le plus parce qu'à la limite une bourde ça arrive à tout le monde. Bon voilà, la pression était à Benfica, c'est pas grave. Mais ensuite il y a quand même eu à Leipzig la sortie où honnêtement il peut s'arrêter pour accompagner le joueur. Maintenant il va quand même essayer d'aller prendre le ballon et il fait faute. Et ce qui entraîne quand même le penalty à Leipzig et voilà, tu lances ton match de la pire des manières. Puis ça c'est le coup classique Lopes quoi. Voilà. En plus, le fauchage surface, je me jette, j'y vais mais il faut pas y aller. Voilà, bon, peut-être on la connaît bien celle-là. Voilà, peut-être qu'à 23 ans il l'aura eu, il commence à vieillir et donc forcément il a un poil moins rapide et le poil fait qu'il fait tomber l'attaquant. Donc c'est pour ces 2 raisons là il y a quand même un gros point d'attention dans les gros matchs à venir. Avant c'était vraiment la canalisation de ses émotions. Au niveau des bagarres, au niveau un peu ultra. Là, c'est dans son jeu de pas faire d'erreur de cette manière et de prendre moins de risques pour pouvoir continuer à progresser. Voilà, moi, mon seul point, c'est que Lopes, un peu, alors pas comme Ruffier, pas à ce point-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à le voir progresser. Et même pour l'OL, si l'OL veut aller plus loin, il faut voir si Lopes à terme sera encore. Alors maintenant, ils en ont pris quand même. Il a quand même pris le plus gros salaire du club durant un certain nombre d'années. Mais voir si à terme, ça sera toujours le gardien qui fera passer un cap à l'OL. Donc ils ont recruté Tatarou-Sanou. Ouais, bon. Voilà pour que Lopes re-signe, maintenant on le sait. Voilà, il faut qu'il démontre lors de cette deuxième partie de saison. Je suis toujours l'homme de la situation. Je suis pas qu'un supporter de l'OL, je suis également un très grand gardien et ce qu'il a démontré par le passé, je pense qu'il doit relever la tête, un petit peu comme toute l'équipe de l'OL suite à ce début de saison plus qu'en demi-teinte. Voilà. Sauf que là, il y a quand même un contexte hyper dur, quoi. Et spécifiquement pour lui. C'est-à-dire
Bah, il y a un peu le clash quand même Oui. de la femme de Marcelo avec les ultras. Enfin, je veux dire, c'est de l'extra sportif, mais ça impacte quand même un peu sur ton état d'esprit. Donc, Ah bah moi, la saison de moi, Noël, c'est une carrière FIFA en mode très difficile. ouais, non, mais c'est, je veux dire, c'est que ça, C'est assez fort, quand même. Ouais, c'est vrai. ça aide pas trop. Enfin, ça aide pas trop parce que déjà la Ligue des Champions, ça s'est fait dans la douleur et avec quand même, faut le dire, un peu de chance, quoi. Enfin, et voilà, il y a une qualification qu'on a fêté avec des doigts d'honneur, quoi. Donc bon, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est dommage, C'est quoi. clair. Après, effectivement, à lui de par sur le terrain et par les performances nous montrer que il peut faire mieux que ça. Là, Et, voilà, il y a un match à la Juve qui va être sympa. Ouais, voilà. Ça va être dur, mais bon. Faire bonne figure face à la Juve, et c'est un point que je voulais. Alors, j'ai déjà abordé dans d'autres émissions, mais je le redis, c'est également dans le jeu au pied. Donc, on l'a dit tout à l'heure avec Ruffier, avec d'autres gardiens. Moi, c'est le jeu au pied. C'est le jeu au pied de Lopez. Voilà, à chaque fois on dit bah voilà, il relance, etc., il fait le circuit. Bah, le problème c'est moi c'est son orientation du corps quand il reçoit le ballon. À chaque fois il est 2-3 quarts où il y a quand même la moitié de sa vision qui est où il voit pas l'attaquant arriver, et c'est vrai que ne serait-ce que sur ces petites choses, pareil sur la sortie en croix, je veux dire, t'es à l'OL, t'es pas si vieux que ça, tu dois maintenant l'avoir, quoi. Enfin, j'ai l'impression que techniquement, on a l'impression il stagne au niveau explosivité, il est toujours aussi explosif, mais c'est techniquement où moi je le vois repasser vraiment un cap, quoi. Ah bah oui, il lui manque des éléments, hein. C'est-à-dire que son explosivité masque effectivement parfois des manques techniques sur pas mal de choses, et typiquement l'erreur à Leipzig, c'en est une, quoi. Tout à fait. C'est normalement tu sors pas comme ça, tu bouches l'angle au maximum à l'attaquant, et puis si besoin, si c'était vraiment venu au duel, t'aurais déclenché une sortie hantée et c'est tout. Ouais, c'est clair. Et tu sors Mais pas bon. aussi à contre-temps, parce que là, lors de ce Non, mais voilà, mais c'est en plus, je dis, c'est si la situation avait un peu changé, si l'attaquant s'était orienté différemment, il aurait fait autre chose, quoi. Il aurait sûrement pas fait ça. Non, ouais. Voilà. Non, après, ouais, Lopez, comme tu disais, Nico, bah, c'est des erreurs qui vont refaire surface. Ça revient de la gestion des émotions, quoi. C'est le problème qu'on n'avait pas vu justement l'an passé. Qu'on pensait que il avait intégré le fait de gérer ses émotions lors d'un match, et je pensais que le travail de Coupé l'avait permis de cacher ses défauts, entre guillemets. Mais après, le contexte collectif, contexte général lyonnais, t'as l'impression que l'émotion est ressortie, ce défaut est revenu. Ouais. Mais après, ça fait clairement partie de lui et de son caractère, mais c'est vrai qu'il il doit beaucoup travailler là-dessus, sur cet aspect-là. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est un point hyper important à travailler, comme donc on l'a dit, techniquement et psychologiquement. Je pense que voilà, maintenant je pense qu'il y a un peu la décompression de sa gestion de contrat, hein, même s'il le dit pas. Je pense qu'inconsciemment ça peut jouer. Et maintenant il faut repartir du bon pied. On voulait finir également sur notre ami Keylor Navas. Donc autant l'OM a toujours cherché un grand attaquant, autant ça y est. Est-ce que le PSG a trouvé son homme providentiel dans les bois? Ah, pour moi, oui. J'ai l'impression. Après, il faut attendre, comme toujours, le PSG, le 8e de finale. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, ne serait-ce que déjà un truc tout simple, une hiérarchie claire. Ouais, voilà. Là, il n'y a pas de discussion. Exactement. Parce que le PSG, ça fait le nombre d'années que c'est pas clair et que ça fait n'importe quoi sur la hiérarchie des gardiens. Voilà, là, ça a du sens. Et aussi, c'est un gardien charismatique. Et qui a une. Je dis pas que Buffon n'était pas charismatique, mais comme il est un peu plus sur la phase descendante d'un point de vue sportif, peut-être moins d'influence au niveau du vestiaire et au niveau de l'autorité qu'il pouvait avoir sur un terrain. Alors que là, Keylor Navas,
Là, Thiago Silva, Marquinhos, quand Navas il dit quelque chose, ils le font. Et en fait, il fait aussi ce qu'on reprochait à ses prédécesseurs, c'est être décisif malgré de peu d'interventions à produire lors d'un match. Et ça, il l'a parce qu'il l'a eu, c'est l'expérience qu'il a eu au Real Madrid. Exactement. C'est aussi, c'est que là, enfin, tu as chopé un gardien qui a l'expérience dont tu as besoin. Qui sait comment qui a connu le grand match avec peu d'occasions, qui a connu la Ligue des Champions jusqu'au bout. Puis surtout, c'est un mec qui a du mental. Hein. Et qui sait sublimer lors des gros matchs. Oui, ça. Voilà. Et puis surtout, moi, je l'ai déjà vu sortir de situations difficiles après une bourde et être capable d'inverser la vapeur dans le match. Oui. Et ça, chez les gardiens du PSG, c'est un truc qu'on a peu vu. Oui, mentalement, c'était friable. Donc, Vas-y, Nico, vas-y. Il y a le pénalty arrêté face à Bruges au Parc des Princes. Ouais. Oui, il y avait même tout le match face à Bruges. Enfin, après, tout le match. Alors, je sais plus si c'était aller-retour, mais il a tout fait, quoi. C'était au parc, c'était le retour au parc. Et puis il y a le retour à Bernabéu aussi, au Real. Ils arrêtent. Et puis aussi, son premier match avec le PSG, c'est face à Strasbourg en Ligue 1 au parc, où il fait 2 arrêts de grande classe, des petites manchettes au sol, où il va extrêmement vite, et c'est l'une de ses qualités qu'on avait déjà énoncée lors de précédentes émissions. Donc donc après, il faut attendre le mois de février pour la Ligue des Champions. Le mois fatidique. Exactement. Et si là, Navas parvient à aider le PSG à pouvoir passer en quart de finale, là, on pourra dire c'est le gardien qu'il fallait au PSG. Et Navas, ça va être une idole au Parc des Princes maintenant. C'est-à-dire que s'il te sort le but qu'il faut, du style pile le but qu'il fallait pour que les autres le but genre qu'il évite le but à l'extérieur, tout ça, oui, clairement. Oui. Dans ce genre de match, oui. Voilà. Bon, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a quand même vu un avant-goût à Madrid de ce qu'il était possible de faire, parce que si le PSG en prend pas 5 en première mi-temps, c'est grâce à Navas. Hein. Oui, clairement. Après, moi, le seul bémol que je mets, alors il a jamais été, c'est juste si jamais il se blesse. Ah oui. Moi, c'est juste ça qui me fait un peu peur. Tu as raison. Parce qu'il y a eu le petit moment où il y a Rico qui a joué à sa place là. Ouais. Alors, ils n'ont pas voulu prendre de risques, mais ce serait con qu'il se blesse quand même. Tout à fait. Parce que Rico, c'est pas le même niveau. Je l'aime bien, mais c'est pas le même niveau. Non, c'est sûr, c'est pas un triple champion d'Europe. Ah si, il a gagné avec l'Europa League, mais pas triple. Ah oui, pardon. Bon, un triple champion, un triple vainqueur de la Ligue des Champions. Mais lui, je sais pas si Rico a gagné 3 fois, mais il a gagné l'Europa League avec Séville. C'est vrai, tout à fait. Faudrait vérifier s'il a gagné 3 fois ou pas, mais. Et donc très bien pour Navas. Donc comme on l'a dit, hein, on répète, le juge de paix sera le mois de février, mais également le mois de mars et le mois d'avril, hein, parce que maintenant on pense que c'est un exploit de passer les 8e. Faut pas oublier que le PSG de Laurent Blanc avec Sirigu était quand même pas loin des demi-finales plusieurs fois, donc ça sera également là où il sera jugé. Alors, avant de vous souhaiter une bonne année et de vous souhaiter surtout un bon début 2020, j'aimerais savoir, Renaud et Thomas, donc on va commencer par Renaud, est-ce que tu peux me donner, une fois qu'on a fait cette émission, ton top 3 des gardiens de Ligue 1 de ce début de saison? Alors, moi, mon top 3, alors en premier, en vrai, moi je mets l'Arseneur. Parce que moi, il m'a vraiment impressionné. Et je trouve que de rentrer comme ça dans la Ligue 1, c'est assez impressionnant. Ouais. En deuxième, je mets Mandanda, parce que je suis vraiment content de l'avoir retrouvé et de l'avoir retrouvé à son vrai niveau. Ouais. Et il aide Marseille. Et en vrai, aujourd'hui, Marseille, s'ils sont deuxième et s'ils sont qu'à 7 points du PSG, c'est en partie grâce à lui. Et en troisième, je mets Navas parce que je suis enfin content que le PSG ait trouvé un gardien numéro 1 qui colle avec le club. Et qui a enfin un gardien dont ils avaient besoin. Et qui en plus a fait le boulot.
Donc, et que j'ai hâte de voir en fait justement dans des matchs coup près où je pense que c'est le gardien dont le PSG justement a besoin, avec le leadership qui va avec et avec les arrêts décisifs qui boostent un petit peu ses coéquipiers. Voilà, Très mon top bien. 3. Ok, donc bien pour ton top 3, Renaud. Thomas, ton top 3? Ouais, alors moi en numéro 1, j'ai mis Steph Mandanda pour tout ce qu'on a dit. Le fait de retrouver son niveau, être décisif et permettre à Marseille d'être à une place où, personnellement, et je pense que beaucoup de gens pensaient comme moi, on ne s'attendait pas que Marseille soit deuxième du championnat à la trêve. C'est vrai. Keylor Navas en deuxième place parce que voilà, s'imposer en Ligue 1, ça j'en doutais pas. Mais apporter la sérénité, de l'autorité, de l'expérience, rassurer et clore le débat au sein du PSG autour du poste de gardien de but, je trouve ça fort. Je ne vais pas en tant que numéro 1 parce que en Ligue 1, c'est un peu, si tu veux, le PSG en Ligue 1, il n'a pas autant d'arrêts à faire, il n'est pas autant décisif qu'il peut être en Ligue des Champions. Ouais. Il joue comme appui souvent. Il joue comme. Mais dans un sens, c'est même pas ce qu'on. l'entraînement. Mais limite, c'est même pas ce qu'on lui demande en fait. Voilà, Enfin, je veux dire, le PSG, ils savent pertinemment qu'ils vont dominer. Ce qu'ils veulent, c'est être vraiment performants en Ligue des Champions. Donc, si je mets des top 3 en Ligue 1, je mettrais que la deuxième place à Navas, même si je pense que Navas, c'est intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur gardien de notre championnat. Et en troisième position, j'hésitais entre deux gardiens. J'hésitais entre Rulli et Matsels. Mais j'ai préféré Geronimo Rulli parce que je pense que Montpellier va être la surprise de cette deuxième partie de saison. Et j'espère, je ne veux pas porter la poisse au Montpellierin, que Rulli va aider Montpellier à atteindre une place en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite aux supporters montpellierin et à Rulli. Très bien. Alors moi, moi j'ai mis en numéro 1, j'ai voulu récompenser la meilleure défense de Ligue 1 hors PSG. Donc je mets Predrag Rajkovic en numéro 1. Voilà, c'est vraiment pour une récompense à cette belle défense rémoise et ce bon gardien en tant que numéro 1, donc à confirmer pour la deuxième partie de saison. On va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. En deuxième, je vais mettre Keylor Navas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suivait pas forcément le Real Madrid avant, donc je l'ai suivi un peu de loin, Keylor Navas. Oui, quand je faisais des matchs de Ligue des Champions, par exemple le Juve Real, je m'en souviens, où Buffon prend son carton rouge, où Navas avait été bon, mais là, c'est vrai qu'on prend vraiment conscience de la dimension du bonhomme. Voilà, de quelle dimension il apporte au club. Je sais pas si je l'ai cité, je crois pas que je l'ai cité la dernière fois, c'est 94% d'arrêts en Ligue des Champions. Donc sur 15 frappes, 94% d'arrêts. On se souvient vraiment du match contre le Real où vraiment on voyait un gardien d'un autre niveau, vraiment d'un autre niveau qui sublime l'équipe. Contrairement aux autres qui étaient un peu vus comme le point faible à chaque fois de l'équipe. Et enfin Mandanda, donc en troisième, donc évidemment pour récompenser le bon début de saison de l'OM, même s'il a pris quand même beaucoup de buts. Il a quand même pris 21 buts en début de saison, donc c'est vraiment loin d'être la meilleure défense. Néanmoins, il rend ses défenseurs meilleurs à côté de lui, il leur donne confiance. Voilà, la remontée en puissance d'Amevi, de Tchaleta Tsar et de Alvaro et de Sakai qui avait gardé un niveau constant, c'est bien évidemment également grâce à Mandanda. Donc c'est pour ça que je le mets troisième de notre classement. Merci messieurs pour cette émission fleuve du début de saison. Merci à toi. Bah oui, merci à toi. On était content de faire ce bilan, de faire un peu un retour sur tous les gardiens, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de faire le bilan. Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de saison de notre bonne vieille Ligue des Talents. Et en attendant, nous vous souhaitons de belles mains opposées.